Pour démarrer, je vais demander à un de nos administrateurs, qui est aussi adhérent du MOVE, Didier d'Autriche, de venir vous présenter le MOVE. Pourquoi on est là et qui est ce MOVE. Didier, à toi. Oui, bonsoir, donc Didier d'Autriche. J'étais directeur de la PEAI il y a quelques temps, maintenant je suis à la retraite. Et donc administrateur à Figeacteur, membre créateur de Figeacteur. Et donc alors le MOVE, c'est le premier mouvement des entrepreneurs sociaux en France, ça a été créé en 2010. La coopérative des fermes de Figeac a été adhérente très rapidement, hein, et puis la PEAI aussi. Et donc le MOVE, ça réunit à l'heure actuelle 750 entreprises de l'économie sociale et solidaire à travers la France. Et il y a des gens aussi qui adhèrent à titre individuel, et ça représente 850 adhérents au jour d'aujourd'hui. Le MOVE, donc, ça fédère, et donc c'est un peu le MOVE, c'est le porte-parole aussi des entrepreneurs sociaux au niveau du gouvernement. Et donc le MOVE propose aussi des formations, propose aussi des aides aux rencontres. Et on est allé avec Dominique Olivier et puis avec d'autres plusieurs fois à travers la France rencontrer toutes les initiatives qui peuvent se faire sur tous les territoires au niveau de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Donc c'est le MOVE qui a initié les soirées comme aujourd'hui. Il y a eu des débats dans beaucoup de villes de France. Rennes, Bordeaux, Toulouse, Paris, Lyon. Et généralement, c'est les grosses villes. Et puis nous, grâce au dynamisme de Figeacteur à Figeac, on a pu organiser une soirée aussi ici. Voilà, merci. Dans le pacte du MOVE, le mouvement des entrepreneurs sociaux, on parle beaucoup d'entreprises à impact social et écologique. Donc je suis allée reprendre bêtement la définition de ce qu'est l'ESS et de ce qu'est une entreprise à impact social et écologique, pour être sûr qu'on parle tous de la même chose ce soir. Donc l'entrepreneuriat social est une manière d'entreprendre qui place l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Donc on est quand même dans de l'entrepreneuriat, mais qui a une visée pas uniquement lucrative, en tout cas c'est pas le but, même si ça peut être un moyen. Et quel que soit le statut juridique. Donc voilà, leurs dirigeants font du profit un moyen et non une fin en soi. Donc ça, on est sur les dimensions d'entrepreneuriat social. On peut citer différentes structures sur le Figeacois qui s'inscrivent dans cette lignée, et notamment les membres fondateurs du PTCE Figeacteur qui ont, au cours de la soirée, prennent un peu la parole, mais vous pourrez deviner. Et puis les grands principes de l'ESS, c'est un dynamisme entrepreneurial, une finalité sociale et ou environnementale. Les questions environnementales sont arrivées en même temps et commencent à prendre un poids prépondérant dans les préoccupations de l'ESS. Une lucrativité encadrée. Pour avoir l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, il y a un rapport de salaire entre le plus faible et le plus haut salaire, il y a des contraintes de cet ordre-là. Et puis une gouvernance participative impliquant toutes les parties prenantes des projets. Voilà, donc c'est ce genre de projet qu'on aime développer à Figeacteur, et c'est aussi pour ça qu'on est associé au MOVE ce soir, pour en parler. Je vous remercie d'être là. C'est bien pour le débat, c'est peut-être une première à Figeac, je ne sais pas, entre les têtes de liste. Donc moi je me suis présenté essentiellement pour sensibiliser par rapport à la participation citoyenne, que ce soit ni de gauche ni de droite, et dans un but de plus de transparence. J'ai souvent été déçu par la politique, et l'idée c'est de faire une liste un peu atypique et basée surtout sur le mode décisionnel, que tous les citoyens puissent être impliqués dans les propositions, dans le débat et dans les décisions. Après, l'environnement c'est très important, et ça touche tout le monde, de même que la santé. Et
c'est pour le social, c'est important que l'ensemble des citoyens puissent participer aux décisions qui sont prises sur des sujets qui nous engagent sur plusieurs années et qui coûtent plusieurs millions d'euros. Donc voilà, c'est pas... Voilà le plan... Ouais, c'est bon, s'il te plaît. Voilà, par exemple, par rapport au plan climat, air, énergie territoriale, les consultations, j'en ai pas eu souvenir, même si on pouvait, ça n'a pas été très publicité et on n'était pas forcément au courant et informé. On en reparlera. Merci. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir? C'était le premier à se lancer, c'est quand même... Merci. Deuxième présentation de Patricia Gontier pour Vivre Figeac. Merci. Et donc oui, j'avais envie que le micro puisse se déplacer parce qu'en fait, nous, on est venus à deux. Parce que donc, je vais me présenter, mais je vais présenter aussi la personne de la liste qui est venue avec moi et qui sera notre référent économie sociale et solidaire, puisque ça nous paraît suffisamment important pour qu'on ait dès le départ pensé à mettre en place un référent pour ces questions-là. Donc, je m'appelle Patricia Gontier, je suis maître de conférence en économie et donc je travaille à l'IUT depuis plus de 20 ans. Donc évidemment, je donne des cours d'économie, mais je fais aussi partie d'une petite équipe de recherche qui travaille sur les modes de gouvernance dans les structures associatives. Et nous présentons donc un programme porté par Vivre Figeac, qui est une association citoyenne et qui travaille depuis de nombreuses années. L'association a été créée il y a 7 ans, avec pour principe l'idée que les citoyens ont beaucoup de choses à dire sur la manière dont on peut vivre ensemble et dont on peut améliorer la façon de vivre ensemble en contribuant tous à faire de notre ville une ville dans laquelle il fait bon vivre. Et par rapport à ça, bien, on a décliné un certain nombre d'axes pour notre programme. On a décliné un certain nombre d'axes qui collent tout à fait avec la problématique de ce soir. Donc je suis très contente effectivement qu'on puisse les évoquer. Et donc il y a 3 grands axes qui nous paraissent absolument prioritaires et transversales à toutes les décisions que nous pourrions être amenés à prendre. 3 axes que l'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire, parce que je pense que les 2 termes sont très importants. Et donc aussi bien l'aspect démocratique et de participation citoyenne, c'est l'idée de faire avec la population et pas pour la population. C'est l'idée d'avoir une vision qui soit systématiquement en lien avec l'impact environnemental. C'est fini ? Ouais, faut finir votre phrase. C'est l'impact environnemental, donc avec systématiquement, du coup je suis un peu perturbée, mais du coup systématiquement une prise en compte de l'impact que peut avoir au niveau de l'environnement l'ensemble des décisions qui pourraient être prises. Et bien évidemment l'aspect solidarité, puisqu'il s'agit de faire en sorte que chacun puisse avoir une réponse à ses besoins, quelle que soit sa position, quelle que soit sa place. Voilà. Merci Patricia. Oui, alors il se présentera un autre... Et donc mon policier oui. est là. Est-ce qu'il veut Comment il s'appelle, Patricia? Il s'appelle Bernard Guinard. Bernard Guinard, voilà. Ouais, on ne va pas non plus faire la Gestapo. Monsieur Landrin, pour la liste Figeac autrement. Voilà, donc je vous fais signe quand le temps est écoulé, on vous laisse finir votre phrase. Voilà. Donc moi je m'appelle Philippe Landrin, je suis effectivement la tête de liste de Figeac autrement. Alors mon rapport avec les Figeacteurs, il est effectivement assez long, puisque je suis membre de Figeacteurs depuis plusieurs années. Au départ, suite à une étude qui avait été faite autour de la gestion des emplois et des compétences. Et donc ensuite, quand Figeacteurs s'est créé, je suis venu rejoindre Figeacteurs, et pour tout vous dire, je l'ai quitté pendant un certain temps, parce que je n'avais vu dans l'aspect de Figeacteurs que la partie sociale et solidaire. Et en fait, en y revenant, en m'y intéressant à nouveau, j'ai compris qu'en fait, il ne s'agissait pas exclusivement d'un aspect solidaire et social, mais bien économique, social et solidaire. Et au travers de certaines expériences, comme celle de Christophe Chevalier, par exemple, à Romans, j'ai pu découvrir l'intérêt, effectivement, de cet aspect-là. Et puis, j'ai aussi pu faire la différence parce que moi, j'ai la malchance, ou en tout cas, j'ai vécu ma vie professionnelle exclusivement dans des entreprises d'actionnariat pur. Et j'ai pu connaître au travers d'une expérience, entre autres, chez Kodak, les méfaits de ce type de fonctionnement. Et aujourd'hui, remettre l'humain au milieu du projet,
C'est exactement ce qu'est le projet de FIJAC Autrement. L'humain est notre 13e programme, ou 13e élément du programme. Et bien évidemment, tout ce qui va tourner autour de la solidarité et du social fera partie de notre programme. Vous êtes au top. On l'applaudit, j'ai oublié d'applaudir la deuxième et troisième présentation, ou je n'ai pas fait attention. Tout le monde applaudit? Ah ben c'est bon, vous suivez mieux que moi, j'ai eu un doute. C'est parfait. On va demander à Monsieur Mélinger pour la liste FIJAC Ensemble de nous dire un mot. Voilà, bah écoutez, tout le monde pense, me connaît, André Mélinger, je suis le maire sortant, je suis venu avec Antoine Soto, puisque Antoine Soto est quand même la référence à la fois dans l'économie sociale et solidaire de l'environnement. Je suis membre à la fois de FIJACTEUR et de l'Arrosoir, Antoine aussi. Historiquement, nous avons un partenariat avec l'APEAI, avec Regain. Ils travaillent pour la ville, en partenariat aussi, puisque Regain était monté avec le soutien de la ville. Les marchés ont tous des clauses sociales. Tout ce qui se passe au niveau du zéro phyto, il y a beaucoup d'actions de Regain. On les fait travailler aussi pour l'environnement, pour les gazelles, pour les murettes. Et puis, puisque c'est une des questions aussi, sur la partie de ce qui nous appartient en immobilier, mais quand on regarde l'atelier relais de la PEI, quand on regarde le futur projet de Cambre avec la légumerie, on voit très bien que c'est au cœur de nos préoccupations. Voilà, alors moi je pose dans les quelques secondes qui me restent une question au public. Voilà, je ne sais pas si c'est à Didier qu'elle s'adresse, mais dans l'économie sociale et solidaire, est-ce que on intègre les centres Leclerc? Est-ce qu'on intègre le système Super U? Est-ce qu'on intègre aussi la Capelle, la Carcinoise? C'est un peu important parce que si on parle aussi de PCAET, de pollution, de bien-être social, il faut se poser les questions. Alors j'attends la réponse. Merci. Merci. Et bravo. Merci. Donc, le temps est respecté. Merci à tous de jouer le jeu. Et dernière présentation de FIJAC Demain, Monsieur Renaud. Bonsoir à tous et merci à l'Arrosoir de nous accueillir. Donc voilà, je m'appelle Pascal Renaud, j'ai 57 ans, je vis à FIJAC depuis 32 ans, je suis ingénieur aéronautique chez Ratier. Une longue histoire qui continue, une fidélité sans faille. Et il y a pas mal de mois maintenant, milieu 2019, on a commencé avec une équipe d'une quinzaine de personnes à bâtir un projet qui a pris vite une dimension, d'une vision à long terme, avec, je pense, beaucoup de cohérence. Et dans ce programme, nous avons des éléments assez importants qui concernent l'environnement, la biodiversité, avec notre projet alimentaire. Ensuite de ça, on a aussi dans notre projet le fait d'installer une structure et des lieux qui permettent le développement de l'entrepreneuriat. Et comme vous devez le savoir, le gouvernement a sorti un plan de soutien à l'économie sociale et solidaire en novembre 2018, qui définit bien les cadres dans lesquels on peut travailler aussi avec l'économie sociale et solidaire, et qui est pour nous un relais justement de l'action publique, et qui peut nous permettre de mettre en œuvre un certain nombre de choses dans un cadre qui prend vraiment en compte le social, l'économique, et le social, le solidaire et l'environnemental. Donc on a, pour s'appuyer entre autres, il y a un outil qui me paraît très important et qui peut être un facteur de développement, qui est celui du CIS, donc du contrat à impact social. Et on compte bien utiliser ce type de contrat pour justement arriver à des résultats concrets sur des échéances prédéfinies. L'intérêt de ce genre de contrat, c'est justement qu'il est basé sur le fait d'obtenir des résultats à terme. Donc c'est un élément qui nous paraît extrêmement important et stratégique. Merci beaucoup. Avant de participer à cette soirée, on vous avait proposé de vous inscrire et en vous posant deux champs. Un qui était quels sont vos projets en matière de SS ou vos idées de projets, et le deuxième, quelles sont les questions que vous souhaiteriez poser. Donc on les a retranscrits là, il y en a un certain nombre. Ces questions, elles sont classées selon les axes, on les a reclassées nous selon les axes du pacte du MOVE.
c'est-à-dire un axe sur le développement des entreprises sociales, un axe sur l'impact social et le volet plus solidarité, même si on ne l'a pas écrit comme ça en tant que tel, et le dernier sur l'impact environnemental. Là, la règle du jeu, c'est qu'on a proposé aux candidats d'avoir 7 minutes pour répondre à ces 3 thèmes. Donc les compteurs vont démarrer et ils l'épuiseront à la fin du dernier thème. On s'arrêtera à chaque thème pour qu'ils puissent répondre aux questions du thème et on passera à un autre. Oui, comme je le disais tout à l'heure, on a un volet important qui est celui de la réduction du chômage jusqu'à arriver à 0. Je vois que c'est écrit ici. Par contre, pour ce qui est de la méthode et comment on va mettre ça en œuvre, de manière générale, sur tous les sujets sur lesquels on va s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est rencontrer les acteurs présents, déjà sur le terrain, et de pouvoir établir une feuille de route pour la mandature, justement sur tous les sujets, et y compris celui-là, qui est un enjeu très important, puisqu'à FIJAC, je pense qu'on est sur une problématique de chômage plutôt liée au manque de formation et d'adaptation, disons, des demandeurs d'emploi par rapport au marché de l'emploi qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Dans mon entreprise, on a énormément de mal à recruter des gens, et on va les chercher des fois très très loin. Donc voilà, donc on est partie prenante là-dessus. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir sur une des questions? Frédéric, Patricia, alors? Ouais, donc moi, alors je ne vais pas réagir forcément sur une question, mais aussi de manière transversale. Donc je trouve que c'est bien les débats, et j'insiste sur le fait que les citoyens devraient être plus souvent concernés dans l'application des décisions, et par les citoyens et les associations ou les entreprises. Il y a des projets, il y a des propositions. Alors j'ai regardé, là, pour aller plus loin, il y a tout un guide pour la transition, là, 32 mesures pour les communes de demain, qui sont faites par votre réseau. Bah, moi j'ai appris des choses pour cette campagne électorale. Donc là, à ce niveau-là, bon, il y a des choses que moi j'avais repris dans mon idée de programme, parce qu'on me disait qu'est-ce que c'est le programme de la liste. Donc au niveau des transports, au niveau de l'énergie, de l'indépendance énergétique, et au niveau de l'agriculture, pencher vers une permaculture. Et tout ça, ça rejoint aussi le social et la solidarité. Et en même temps la réinsertion ou l'insertion voilà, des personnes ou des jeunes, et le contact social qu'on pourrait mettre dans les quartiers. Alors c'est une proposition. Après, moi ce qui m'importe, c'est que faudrait des élections tous les 6 mois en fait, qu'on puisse discuter et débattre, et pas qu'une fois qu'on est élu, et ben voilà, on a le mandat et on se voit plus. Et puis si vous avez une proposition, alors moi je fais du vélo, il y a un caillou qui gêne, j'ai demandé il y a 2 ans qu'on le bouge, qu'on le remette comme avant, mais il est toujours au même endroit. Et c'est là où on va faire la piste cyclable derrière Ratier pour rejoindre le Drozou au Surgier. Donc après, est-ce que les parents pourraient passer avec une remorque avec les enfants? Voilà, c'est des petits trucs tout bêtes qui... voilà, et... Merci. Gardez bien en tête la règle du jeu qui est qu'on ne parle pas de personnel. Voilà. C'est pas grave, mais c'est juste que sinon tout le monde va raconter des anecdotes. Madame Gauthier, allez-y. Alors moi je voulais réagir, oui, parce qu'il y a plusieurs sujets, alors les 4 sont très intéressants, mais il y a plusieurs sujets qui me font réagir. D'abord sur le protocole des territoires zéro chômeur. Alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais effectivement c'est une expérimentation qui est menée depuis 2016. Les premiers territoires, ils sont une dizaine, 10 précisément en fait, à être rentrés dans ce dispositif, ont déjà eu une évaluation en cours, et puis doivent être évalués sur leurs résultats à partir de la fin de l'année, pour voir si effectivement on développe le dispositif sur du long terme, et donc s'il y a un nouveau espèce d'appel d'offres lancé par l'État à partir de 2021. Et donc je pense que c'est très intéressant en fait pour un territoire comme le nôtre. Alors effectivement, au départ, on pourrait se dire qu'on a un taux de chômage qui est plutôt assez bas, qui est de 1% au-dessous de la moyenne nationale. Mais si on regarde les chiffres un peu plus dans le détail, en fait, dans ce chômage, on a à peu près 2/3 de nos chômeurs qui sont des chômeurs de longue, voire de très longue durée, parce qu'il y a une inadéquation, je vais arriver à le dire, des emplois qui sont proposés, et qui relève beaucoup du fait qu'on a quand même une économie qui est riche, hein. On a la chance d'avoir un développement économique très florissant sur notre collectivité, mais qui est très orienté sur un type d'activité et un type d'activité industrielle, et qui ne répond pas forcément à l'ensemble des propositions
que pourraient faire les personnes qui habitent sur le territoire. Donc c'est un problème, c'était rappelé par quelqu'un tout à l'heure, c'est un problème pour stabiliser les salariés qui viennent travailler dans nos beaux fleurons industriels, parce que leurs conjoints, leurs familles autour ne trouvent pas forcément de quoi trouver un emploi en même temps, et donc très souvent on a des personnes qui viennent, qui travaillent pendant quelques années, mais qui ne restent pas sur le territoire. Et puis on a des personnes qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'elles n'ont pas des compétences qui sont valorisables dans ce cadre-là. Et ces personnes-là, c'est très compliqué, en fait, pour les faire accéder à un nouvel emploi. Et donc les chômeurs de longue durée, vous savez, c'est plus d'1 an. Les chômeurs de très longue durée, c'est plus de 2 ans. Et c'est 2/3 des emplois aujourd'hui. Donc l'idée de réutiliser le coût de la privation d'emploi pour pouvoir permettre à ces personnes de s'insérer, de travailler en mettant en avant les compétences qui sont les leurs et les faire correspondre à des besoins du territoire, ça peut être une initiative très intéressante. Et en particulier, je pense à certains besoins qui ne sont pas satisfaits au niveau local, hein, dans l'accompagnement des personnes, dans l'accompagnement par exemple des personnes âgées, mais pas que. On a des quartiers qui sont excentrés à Figeac et où la vie est difficile au quotidien. Donc ramener de la vie avec par exemple des commerces de proximité dans ces zones-là qui seraient ouverts sur une certaine partie de la journée, ça pourrait effectivement permettre de faire correspondre à la fois les compétences de ceux qui ne trouvent pas d'emploi et de l'autre côté le besoin de retrouver de la vie sur ces quartiers, ces zones qui sont un petit peu délaissées aujourd'hui. Et de la même manière, alors on est là plus pour parler de Figeac, mais il y a quand même le Grand Figeac qui est important aujourd'hui, qui oriente une grande partie de ce qui est mis en place en termes de politique économique. Et au niveau du Grand Figeac, on a également des communes dans lesquelles il est très difficile d'avoir des lieux d'échange qui ont été vidés un petit peu de leurs activités, dans lesquelles on ne trouve plus de services, on trouve malheureusement souvent plus d'écoles non plus. Et donc développer l'itinérance et faire aller dans l'ensemble des communes une façon d'amener des services, d'amener du commerce, d'amener de l'activité, ça peut être aussi une solution pour qu'elles puissent vivre, se maintenir, qu'on puisse y retrouver une activité, et d'un autre côté, qu'on puisse faire des propositions qui ne sont pas forcément solvables au départ, mais qui, sur quelques heures par jour, par semaine, peuvent avoir une utilité sociale très intéressante. Et donc, je vous le dis parce que vous n'aurez plus de temps. Ah, merci. Donc ça, je vous préviens juste. Mais donc effectivement, à partir de 2021, on pourra, je l'espère, postuler à ce dispositif territoire zéro chômeur de longue durée, en fait, qui répondrait vraiment à une problématique spécifique dans le cas de notre commune et de notre communauté de communes. Et donc je vais faire beaucoup plus court, mais bien sûr que l'économie sociale et solidaire peut être un outil de réinsertion professionnelle. Donc je ne sais plus lequel d'entre nous a évoqué tout à l'heure une très belle association qui est sur Figeac et que vous connaissez certainement, qui s'appelle Regain. Et donc j'ai la chance de faire partie également de cette association dans laquelle nous travaillons à la réinsertion par l'emploi, avec en plus de belles idées en réponse aux besoins du territoire. Le développement actuel, la nouvelle grande idée que nous avons eue et qui me paraît répondre à l'ensemble des besoins qu'on peut identifier aujourd'hui, c'est de développer le maraîchage et de faire de la réinsertion à partir du maraîchage. Donc ça répondra à la fois au manque de produits de maraîchage locaux et de l'autre côté, faire de la réinsertion en faisant pousser des légumes, en faisant pousser plutôt que ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple dans d'autres activités, de couper des herbes qui peuvent être gênantes. C'est une belle façon aussi de retrouver un pied dans l'activité. Juste sur les clauses sociales, bien évidemment qu'il faut mettre des clauses sociales et environnementales dans l'ensemble des projets et des appels d'offres. Merci. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer dans l'ordre, il n'y a pas d'importance, Monsieur Mélinger. Oui, alors d'abord, je n'ai pas eu la réponse à ma question. Deuxièmement, je voudrais être sûr que le temps de chacun va être respecté. Troisièmement, le président de Regain, on l'a depuis des années avant que les autres les rejoignent. Ce que je veux dire aussi, c'est que la maison de la formation, c'est nous qui l'avons faite. Le centre de formation métier de l'industrie, il est en cours, il va ouvrir ses portes bientôt. Les pépinières d'entreprise à Cambes, elles existent depuis plusieurs années. L'hôtel d'entreprise aussi. Voilà, je ne veux pas gaspiller mon temps, je garderai la suite pour tout à l'heure. Merci, je rappelle de rester dans le thème et de ne pas parler des autres listes. Monsieur Landrin. Alors, moi, je vais vous concéder une méconnaissance.
En fait, quand j'ai vu EBE, je me suis demandé s'il s'agissait d'un vrai discours d'économie sociale et solidaire, hein, puisque l'EBE, pour ceux qui ne le savent pas, c'est excédent brut d'exploitation. C'était un peu surprenant de voir ça à l'ESS. Et donc, je suis allé regarder plus en détail en quoi ça consistait. Je peux vous assurer d'une chose, et je ne vais pas m'étaler là-dessus, c'est qu'effectivement, c'est une extraordinaire proposition. Mais je voudrais juste en profiter pour vous dire que c'est effectivement comme ça que nous, on souhaite fonctionner. C'est-à-dire que nous n'avons pas l'impression de tout maîtriser. Par contre, nous savons que sur ce territoire, il y a un certain nombre de gens qui ont un savoir. C'est le cas des FIJACteurs, c'est le cas de Robien dans d'autres domaines. Et nous, tout au long du mandat, nous essaierons, y compris sur cette économie sociale et solidaire, de faire travailler les gens dont c'est le métier, dont c'est la spécialité, et nous appuierons sur leurs compétences pour pouvoir avancer avec eux sur ce sujet. Quant aux éléments de réinsertion, il suffit d'aller regarder, je vous citais l'exemple tout à l'heure de Christophe Chevalier avec le groupe Archer, c'est plus de 3/4 de la population qui travaille dans cette entreprise, il s'agit d'une entreprise, il suffit, le monde a considéré ça comme une réussite économique, vous vous rendez compte, une entreprise solidaire et sociale qui est une vraie réussite économique. Il y a 3/4 de gens qui sont en réinsertion, donc la démonstration est faite. À nous maintenant de trouver les bons exemples et de continuer à faire ça pour que FIJAC devienne aussi un exemple de réinsertion, enfin d'exemple d'économie sociale et solidaire en intégrant la réinsertion. Sur l'impact social, alors c'est un tri, on va dire, un peu arbitraire de ma part, les thèmes des fois se recoupent, hein, je m'en excuse. Les propositions, il y a plus de propositions que de questions sur ce thème. Mise en place d'une monnaie locale en proposition, un marché bi-hebdomadaire, une outil-tech, bibliothèque d'outils, il n'y a pas plus de détails, un potager communal, des cours d'agroécologie, permaculture et attelage, un projet d'habitat écologique et solidaire pour personnes âgées. Ce sont des idées ou des choses qui sont en projet réel. Des jardins partagés, de la solidarité entre voisins. Voilà ce qui est attendu sur le volet impact social. Et une question, la participation citoyenne à la gestion de la commune est-elle pour vous une priorité? Voilà. Donc, voilà, dites qui veut, là c'est au choix, qui veut tout de suite réagir. 45 secondes, il me reste pas mal. Là, il y a beaucoup de choses à dire parce que dans notre projet, il y a une des premières thématiques qu'on a développées, c'est notre projet alimentaire. Où on est parti du constat qu'on avait une production locale d'à peu près 750 tonnes de produits maraîchers et de fruits et légumes sur le FIJACois, et qu'on en faisait venir de l'extérieur à peu près 5000 tonnes. Donc on s'est dit là, il y a un potentiel. Du coup, on a bâti notre projet en disant, bon, on va essayer de faire en sorte de se fixer un objectif qui serait d'être en autonomie alimentaire sur ce sujet-là, quasi-autonomie, à l'horizon 2030. Donc ça veut dire que ça pose une possibilité déjà de créer de l'activité économique. C'est très ambitieux, oui, tout à fait. Mais je crois qu'on a besoin d'ambition. On a besoin d'aller chercher loin. Et donc sur ce sujet-là, ça va nous permettre d'être sur vraiment du circuit court effectif à terme. C'est l'intérêt, il y a un intérêt majeur par rapport à ça. Ensuite de ça, on a aussi dans notre projet, dans ce volet alimentaire, l'idée de créer des jardins partagés. Alors, les jardins partagés, c'est aussi, on en parle sur cette planche, hein, c'est aussi du mélange intergénérationnel, c'est l'opportunité de travailler ensemble, qu'on soit un enfant de 5 ans ou un ancien de 80, voire plus. Donc pour ce qui est du lien intergénérationnel, on a plusieurs sujets comme ça qui sont vraiment orientés vers cette préoccupation-là. Et enfin, la participation citoyenne à la gestion de la commune est-elle pour vous une priorité? Alors comme j'ai dit tout à l'heure, les projets qu'on a mis dans notre programme sont des projets qu'on va mettre en œuvre en s'appuyant sur les acteurs déjà présents sur le territoire et toutes les bonnes volontés qui voudront bien prêter la main et faire avancer le projet, le faire évoluer selon certaines propositions. C'est complètement ouvert. Et on peut, je pense, arriver à faire des choses extrêmement intéressantes ensemble et renouer un lien non seulement intergénérationnel, mais entre tous les habitants, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, vu nos modes de vie actuels. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Monsieur Mélinger et Monsieur
Oui, pour dire que le jardin partagé, on l'a déjà mis en place avec l'association des CLAM, ça fonctionne. Et la participation citoyenne, dans notre programme, on considère que les citoyens tirés au sort, s'ils sont capables d'être jurés d'assises, ils peuvent aussi donner leur avis sur le budget de la commune. Okay. Merci. C'était vrai. Monsieur Landra. Alors effectivement, le temps étant compté, on va essayer de ne pas répondre à toutes les questions, mais il y a une question qui, moi, me titillait, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà traité dans une vie antérieure, c'était la fameuse monnaie locale. Et donc, bon, c'est très bien, c'est très intéressant. Maintenant, je pense que, hormis le SCO dans le Pays Basque, il n'y a pas vraiment de réussite aujourd'hui, en tout cas en France. Donc ça, je pense que c'est une bonne, mauvaise idée, entre guillemets. Par contre, concernant la participation citoyenne, bien évidemment, qui n'a pas dans son programme aujourd'hui de la participation citoyenne, je crois que ça, c'est vraiment c'est obligatoire, entre guillemets, mais ça doit être aussi quelque chose qui doit être dans l'ADN même de son mandat. Et je pense que pour faire ça, il ne faut pas seulement créer des structures, il faut aussi aller au-devant des gens, leur demander, pas exclusivement dans le cadre de conseils consultatifs ou de conseils participatifs ou de démocratie X ou Y, mais bien régulièrement prendre le temps, le samedi matin, d'aller leur demander comment ils voient les choses, comment ils sentent les choses. Et c'est aussi là qu'on va trouver cette forme de participation et de la gestion de la commune au travers de cet élément-là, qui pour nous aussi est au moins aussi important que tout ce qui sera constitué en effet, on va dire, de forme. Merci beaucoup. Monsieur Barbier et Patricia aussi Gontier voulez pas. Ouais, donc sur la participation, on est pour l'instant les seuls à avoir défini comment les gens participeraient. Tout le monde en parle, mais on est le seul à définir. Donc ce serait pendant, quelqu'un a une proposition, pendant un mois on en débat. Donc pendant un mois ouvré, donc il y a une assemblée qui pourrait être une sorte d'assemblée citoyenne avec des commissions, comme des commissions municipales qui seraient ouvertes au public. Après, pendant un mois, des discussions sur Internet ou des réunions entre les commissions, donc des groupes de travail, ou dans les bureaux de vote, pour ceux qui veulent dans les bureaux municipaux, pour ceux qui veulent connaître où est-ce qu'on en est dans les débats. Tout serait mis sur ordinateur. Pour les personnes qui seraient invalides, un agent municipal soumis à la confidentialité pourrait aller au domicile de la personne. Et un mois après, de nouveau une assemblée citoyenne ou une sorte de réunion collégiale, en petits groupes. Les gens se décident où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'on arrête le projet, est-ce qu'on le vote, est-ce qu'on demande un délai supplémentaire, est-ce qu'on est arrivé à un consensus ou est-ce qu'on est arrivé à une modification de la problématique. Suite à cette assemblée, une semaine où les gens ils peuvent voter ou on reporte et à ce moment-là, une semaine après, conseil municipal qui est ouvert au public avec possibilité de prendre la parole. Ensuite, soit le conseil municipal il suit ce que l'Assemblée a dit, soit il dit attention, là on va demander au juge ou au préfet est-ce que c'est bien licite, est-ce qu'on peut le faire, est-ce que c'est bien la compétence municipale. Après, ce qui est intéressant, c'est la modification de la problématique. Par exemple, pour savoir si on met des composts collectifs sur une place, ça ramène à tout l'aménagement urbain au niveau de la ville. Ça ramène à la permaculture, à des jardins chez des personnes âgées qui sont plus utilisés. Des conventions pourraient être passées. Ça ramène à les aires de jeu. Voilà, c'est toutes des questions d'aménagement. Et on peut, d'un simple petit truc, on peut refaire tout l'aménagement urbain. Après, il y a d'autres questions. Est-ce qu'on fait un parking de place Vival Est-ce que la place Vival, on enlève le parking, on fait une aire de jeu et on rajoute un parking ailleurs? C'est de l'argent public. Est-ce que les citoyens n'ont pas quelque chose à dire sur tous ces projets? Un parking au Carme et puis une aire de jeu à côté. Voilà. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux rendre piéton donc, le centre-ville et que les gens ils puissent, les enfants ou les personnes âgées puissent se circuler sans se poser la question s'il n'y a pas une voiture électrique ou voilà, qui va arriver derrière, ou voilà, des gens garés n'importe comment, des personnes en poussette, des handicapés.
Avec des fauteuils roulants, on n'en voit pas beaucoup parce que c'est compliqué pour circuler. Voilà, je vais arrêter là, sinon on va déborder. Merci. Et donc, Patricia Gompier. Ah oui, là, après c'est comme vous voulez, mais... 10 secondes. La participation citoyenne, effectivement, c'est très à la mode, tout le monde en parle. Je crois que c'est par l'exemple qu'on peut montrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a envie de faire. Ça fait 6 ans qu'on travaille de cette manière-là. On a organisé des rencontres sur toutes les thématiques qui intéressent la population. Et c'est à partir de ces nombreuses rencontres qu'on a pu avoir qu'on a extrait aujourd'hui les propositions que l'on fait dans un programme pour les élections municipales. Merci. Donc voilà pour ce thème impact social. Donc le dernier thème qui a fait l'objet de plus de questions. Donc on a 2 diapositives. En fait, j'ai regroupé la plupart de ces questions parlent de mobilité et le diapo d'après parle plus de transition énergétique. Donc c'est vraiment les thématiques qui étaient les plus récurrentes. Oui, je voulais souligner par rapport au déplacement et à la préoccupation environnementale. Dans notre projet, nous avons un volet mobilité qui est basé sur l'idée d'avoir une proposition diversifiée de moyens de déplacement. Aujourd'hui, on a le choix entre la voiture et un bus qui a ses fréquences et ses circuits. On pense qu'on devrait mettre en place une vraie politique par rapport au déplacement en vélo, c'est-à-dire de mailler toute la commune avec des pistes cyclables, séparer des voies de voies de circulation automobile, et la même chose par rapport à des voies de déplacement piétonnes. Après, par rapport à la résilience alimentaire, j'en ai déjà parlé, mais on a notre projet d'autonomie et d'autosuffisance alimentaire sur l'horizon 2030 est vraiment un projet qui rentre dans cette préoccupation de résilience et d'être capable de nourrir la population locale sans être obligé d'aller chercher la nourriture ailleurs. Ensuite, si vous voulez passer à la... Donc oui, alors j'ai... L'économie sociale et solidaire peut-elle contribuer à la transition énergétique? Alors déjà, moi je trouve que l'économie sociale et solidaire, c'est pas quelque chose de marginal, puisqu'on a 200 000 entreprises dans l'ESS, 2,3 millions de salariés, ce qui est quand même pas rien. Ça participe pour 10% du PIB à l'échelle nationale. Et ce qui m'a énormément surpris, c'est de voir qu'on a une croissance de 23% de création d'emplois sur 10 ans, alors que dans le secteur privé, on est à 7% à peu près. Et que la croissance du nombre d'entreprises annuelles est d'à peu près 5000, ce qui représente quand même quelque chose d'assez considérable. Donc il va sans dire que pour nous, je le répète encore, je l'ai dit au début, c'est un levier pour nous d'action qui permettra de mettre en œuvre un certain nombre de nos mesures de manière efficace et de manière partagée. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Quelles actions? Par rapport aux économies d'énergie, oui, donc on a mis dans notre programme un plan d'examen et de traitement de l'isolation et des problématiques de chauffage de tous les bâtiments publics et des écoles, qui je pense nécessitent quand même des actions bien concrètes dans le domaine. Voilà ce que je peux dire. Merci. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole? Monsieur Mélanger. Oui, je vais donner la parole à Guillaume sur le plan vélo. Alors, très rapidement, je vais essayer de ne pas bouffer la feuille et le temps. Effectivement, la ville de Figeac a été lauréate d'un plan vélo qui était en fait inscrit dans les tablettes de la ville depuis 2014, depuis le plan de déplacement. Et on a saisi l'occasion en fait, de l'appel à projet de l'ADEME pour trouver les moyens de mettre en œuvre ce plan vélo, donc avec une grande itinérance sur des voies de déplacement doux, donc à la fois sur les infrastructures, donc des pistes cyclables protégées, et à la fois sur de l'usage, avec effectivement de la mise à disposition de vélos hybrides électriques en libre service, des espaces pour accrocher son vélo, et tout un travail avec un comité de pilotage qui a été créé sur le mode participatif, avec l'ensemble des clubs cyclo, la Roue Fédère et d'autres associations, dont Figacteur par exemple qui y participe, sur la question du déplacement.
Et je crois que c'est comme ça qu'on développera à la fois les structures nécessaires et qu'on accompagnera les usages. Vous voulez continuer? Non, allez-y. Ouais, donc la question du vélo, c'est un truc tout bête qui mériterait d'être discuté en groupe, collectivement, et avec tous les citoyens et pas que les associations. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il manque du transport collectif aussi. Pour aller à Gourdon, on ne peut pas y aller. Pour aller à Saint-Céré, c'est pareil. Enfin bref, le train, c'est compliqué. Il y a vraiment un gros effort à faire sur la mobilité et le transport collectif. Et on ne peut pas tout faire. Voilà, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas faire du transport collectif, des voitures, du vélo. On rajoute des dépenses et on ne peut pas tout faire. Après, par rapport à l'énergie, l'indépendance énergétique, c'est important. Et je pense qu'il vaut mieux priorité donner aux habitants et aux populations pour isoler leurs maisons et qu'elles soient autonomes au niveau énergétique. Hein, ça va avec la résilience aussi. Et la permaculture. Par rapport à la pollution de l'eau, par rapport à la pollution de l'air, est-ce qu'on peut se satisfaire des normes, dire ah ben on est dans les normes, on est dans la moyenne des normes. On a tous du glyphosate dans notre corps, voilà. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Oui, on en a tous, bah, c'est bien, on est dans la moyenne. Est-ce qu'on peut faire mieux que la moyenne ou que les normes? Ça c'est par rapport à la santé, voilà, on a voté pour des méthaniseurs, on sait que ce qu'on met dedans c'est pollué, donc ça va polluer les rivières. Déjà qu'il n'y a plus beaucoup de poissons naturellement. Qu'on prend du poisson d'élevage. Enfin voilà, c'est des questions qui intéressent tous les citoyens et qui méritent d'être débattues pendant 6 ans et pas juste tous les 6 ans. Voilà. Merci. Une autre intervention? Moi, je n'ai pas beaucoup de temps à parler. Monsieur Landreau. Alors, je laissais Patricia intervenir parce qu'il y a un sujet, je pense, sur lequel on va être d'accord, c'est le PCAET. C'est un sujet éminemment politique pour moi. J'ai assisté lors d'un conseil communautaire à ce qu'on pourrait appeler un vote sur le PCAET, mais franchement c'était pour moi tout sauf ce que je veux demain pour notre territoire. C'est-à-dire des éléments reçus le lundi soir sur un projet qui nous engage pour les 10 ans à venir et demander à des gens de voter 2 jours après, c'est à mes yeux pas raisonnable. On aurait pu prendre ne serait-ce qu'un mois. Alors, je ne sais pas si c'est hors sujet, mais en tout cas, c'est la question qui est posée. Qu'envisagez-vous de faire par rapport au PCAET qui a été voté fin 2019? Il ne me semble pas être hors sujet. Et donc, Et à droite, à gauche, là, vous pouvez répondre à la deuxième, à droite, à gauche. Excusez-nous, on vous demande de rester tranquille juste quelques minutes avant que vous puissiez intervenir, sinon les arbitres vont venir. Sur la question du PCAET, celle qui est posée, c'est qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes élu par rapport à ce plan? Voilà, vous pouvez continuer à parler. Je ne demande pas de jugement de valeur sur ce qui s'est passé. Alors, on va effectivement, donc on le remettra en cause si c'est ça que vous voulez entendre. Voilà. Ok. La deuxième, vous m'avez dit, alors je vais essayer de répondre aux questions auxquelles j'avais décidé de répondre, il y en a beaucoup. Donc, en ce qui concerne c'était sur l'autre partie, pardon, vous pouvez juste me la remettre. Merci. Bien évidemment, plan vélo, centre-ville piéton, plus culture. Alors, puisque effectivement, il faut rester dans ce que l'on propose, on va proposer enfin, effectivement, d'expérimenter une zone piétonne étendue dans le centre-ville. Ça, par contre, on a le droit de le dire, apparemment. Et donc, ça, on va le faire. Ça, on va le faire et on ne va pas attendre nécessairement d'avoir des études, faire venir un tas de gens de je ne sais où pour définir qu'effectivement, la place de la voiture est trop importante en ville, qu'il faut simplement réduire un certain nombre d'espaces. Par exemple, remettre toutes les rues, ne serait-ce qu'en sens unique, et vous verrez que la place de la voiture va se réduire de façon automatique, ce qui permettra effectivement de libérer un certain nombre d'espaces pour d'autres mobilités, entre autres le vélo, car il faudra qu'on m'explique comment on fait des zones vélo dans des zones dans lesquelles on ne réduit pas la place de la voiture. Il faut quand même 1,50 m de mémoire. Donc ça, c'est quand même un élément, mais c'est tout à fait possible. Et quant à faciliter le déplacement vélo, bien évidemment, le plan vélo qui est en place et qui va se mettre en place, sera sûrement quelque chose qui sera à poursuivre et qu'il faudra sans doute continuer à mettre en œuvre, quelle que soit la municipalité qui sera en place dans quelques jours. Merci. Une autre intervention, donc je me tourne vers Patricia. Ceux qui n'ont pas épuisé tout leur temps pourront à nouveau intervenir.
Merci. Donc oui, une réaction assez rapide, mais effectivement, il y a beaucoup de questions là, mais qui tournent à mon avis, autour de la même idée. Et dans les réponses qui ont été apportées, là, on s'est, à mon avis, éloigné de la bonne façon de prendre ces questions. C'est une préoccupation qui est forcément d'ordre global. Et dissocier, saucissonner ces problématiques me paraît très artificiel. C'est effectivement une façon d'envisager l'aménagement de la ville et notre manière de vivre ensemble. Et donc j'en suis désolée, mais rebondir sur la manière de faire. On a parlé de participation citoyenne au début de notre rencontre. Et il est bien évident que si on ne fait pas participer les citoyens, on a beau développer des plans mobilité, mettre en place des navettes gratuites, c'est une très belle réussite sur Figeac, mais il faudrait quand même que ça réponde aux besoins de la population. Et donc il y a tout un travail à faire pour que les circuits soient adaptés, pour que les horaires soient adaptés, pour qu'on puisse avoir des véhicules qui soient respectueux de l'environnement. Il n'y a pas que les véhicules thermiques qui peuvent être utilisés pour ce genre de déplacement. Et donc c'est une vision globale qui ne peut évidemment pas se concevoir si on attend qu'il y ait un appel d'offres pour pouvoir rentrer dans un dispositif. Il faut avoir un projet et puis aller chercher les financements pour ce projet-là. Et donc pour le PCAET, je pense qu'effectivement, ce qui a beaucoup manqué, c'est le dialogue en amont. Très bien, merci. On va vous donner... Bon, allez-y et on vous fera signe quand il n'y aura plus de temps. Donc moi je suis là juste pour sensibiliser. Franchement, enfin voilà, il faut pas le dire, mais j'ai pas envie d'être maire dans 1 an et demi, j'ai autre chose à faire. Je suis juste là pour casser les pieds à tout le monde. Donc la participation, elle peut pas être de gauche ou de droite. On peut pas fermer les propositions, on peut pas les sélectionner à la base. Faudrait qu'il n'y ait qu'un seul parti et qu'on discute tous. Et il y a des choses à faire et il y a moyen qu'on se retrouve tous ensemble pour vivre Figeac autrement. Ensemble demain. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent à nouveau? Sans souci, ça ne nous pose pas de problème. Je vais donner la parole à Antoine Soto, qui est notre expert environnement. Oui, alors, toutes ces questions, elles sont transversales. Et c'est le mix de toutes ces questions qui font l'économie sociale et solidaire. Alors, je reviendrai sur le PCAET. Bon, moi j'y ai travaillé pendant presque 2 ans et demi, avec des syndicats agricoles, ouvriers, avec beaucoup d'associations, avec des élus. Malheureusement, on n'était pas trop d'élus d'ailleurs à s'être engagés dans ce travail de longue durée. On a simplement fait un diagnostic du territoire, en passant tout au crible. C'est vrai que sur la forme, je reconnais que peut-être, oui, il y a manqué de la démocratie, du contact, de la communication. Mais au jour d'aujourd'hui, le PCAET, il est toujours en discussion. Nous-mêmes, dans notre programme, nous avons mis qu'il y aura un conseil consultatif de l'environnement et sur le plan de climat, air et énergie territoriale. Et vous le savez tous, la demande que j'avais faite le jour où il a été mis en discussion à la communauté de communes, j'avais demandé au président Vincent Labarthe qu'on puisse faire une évaluation tous les 2 ans. Car c'est vrai que les technologies évoluent complètement. De l'hybride, de l'électrique, peut-être même à l'hydrogène ou autre chose. Voilà. Quand on a commencé les études en 2017, eh bien on a vu sur les diagnostics chaque année que tout évoluait. Pas dans le bien, je dois le dire, car on consomme sans cesse de plus en plus de CO2, y compris dans notre territoire, bien qu'on ne soit pas parmi les pires. Alors sachant que la procédure du PCAET, elle a été identique dans tous les territoires. Aujourd'hui, on en a à peu près 250 de réalisés sur l'Hexagone. Il devrait y avoir en termes presque 2000 et quelques PCAET qui devraient s'élaborer sur tous les territoires de l'Hexagone. Bien sûr, l'idée, c'est l'objectif, énergie positive en 2050. Alors comment notre territoire va pouvoir y arriver? Quelques exemples. On a 86 000 immatriculations carbonées sur notre territoire Grand Figeac. Comment nous allons en sortir? Nous avons 25 000 passoires énergétiques, logements. Comment nous allons en sortir? Même en mettant des pourcentages d'ordre de 50-55% pour faire évoluer la chose, eh bien on s'est aperçu que ce serait très difficile. C'est en fait cet objectif qui pose problème. J'avais posé aussi le problème de la constante macabre sur le plan financier, parce que tout cela va coûter très cher. Et on le voit aujourd'hui, quand nos économies sont très, disons, en grosse difficulté, un simple virus
démontre ce qu'il peut faire au niveau d'une faillite financière, eh bien, comment nous allons payer tout cela? Comment tous, et on ne pourra pas le faire un groupe ou un autre, c'est tous ensemble qu'on pourra le réaliser. Oui. Allez, vous voulez quand 1 minute 50, est-ce que vous voulez la prendre? Alors allez-y. Oui, non, simplement pour j'espère rappeler que j'attends toujours une réponse à cette question, parce que parler de l'économie sociale et solidaire, il faut qu'on se mette d'accord sur les termes. Il faut qu'on se mette d'accord. Est-ce qu'effectivement on parle de l'économie de proximité? Est-ce que il faut bien évidemment, il faut se glorifier que ça soit une économie qui est la côte, comme on dit, et que chaque jour il y a un peu plus de gens qui se penchent dessus. Je pense que ça ne vaut que si c'est conjugué avec la proximité, avec le respect de l'environnement, avec la connaissance des acteurs, parce que faire de l'économie sociale et solidaire, pour faire de l'économie sociale et solidaire, faire que l'économie sociale et solidaire devienne concurrente du système capitaliste mondial, à mon avis, ça n'a pas de sens. L'intérêt, c'est effectivement, et je pense qu'on peut se retrouver, personne n'a le monopole des bonnes idées. Je pense que si on est plusieurs à les avoir, il faut qu'on les partage. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc, simplement, on a essayé d'en prendre acte. Bon, on a l'avantage et l'inconvénient d'être pour partie une équipe sortante. Donc, on connaît les limites de l'exercice. On connaît aussi ce qu'on a fait, y compris des choses où on n'a pas tout à fait abouti. Mais on a aussi l'intention d'améliorer. Et c'est cette amélioration continue avec l'ensemble de nos concitoyens. Et c'est ça où on se rejoint aussi. C'est qu'aujourd'hui n'est pas comme hier. On interroge beaucoup plus les citoyens. Il faut quand même leur proposer des solutions, parce que moi, je ne crois pas qu'on nous choisisse pour dire maintenant que c'est nous que vous avez choisi, c'est vous avez carte blanche. Il faut quand même qu'on donne quelques pistes, quitte à être critiqué, quitte à expliquer, quitte à rectifier le tir, comme vient de le dire Antoine. Merci. Parfait, vous aviez le chronomètre à la seconde près. Allez-y, monsieur Landrin. Moi, je vais rester sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'en réalité, l'économie sociale et solidaire, en travaillant sur le sujet, parce que je dois dire que, hormis être venu à vos réunions brillantes, je n'avais pas nécessairement très approfondi la question, et là je l'ai un peu plus approfondie. Et je pense que l'économie sociale et solidaire est une vraie solution pour le territoire. Dans le cadre des reprises d'entreprises, et vous savez que c'est un vrai sujet pour les années à venir, la perte des chefs d'entreprise qui vont devoir arrêter leur activité, et je pense que l'idée de céder l'entreprise sous forme de SCOP, par exemple, à ses salariés, est vraiment une piste sur laquelle nous devons absolument aller. Ça n'est pas dans notre programme, parce que nous ne l'avions pas travaillé, bien évidemment, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous serons capables d'adapter ce projet et ce programme tout au long du mandat, et en voilà une solution. Parce qu'on est toujours à la recherche de ces chefs d'entreprise qui vont venir en remplacer d'autres, et peut-être que la solution, ça n'est pas de trouver un chef d'entreprise, mais bien de trouver des salariés qui acceptent de prendre la responsabilité de leur entreprise, et vous verrez que si on arrive à mettre ça en place, on solutionnera beaucoup de problèmes concernant la reprise des entreprises. Merci. Est-ce qu'il y a encore un candidat qui souhaite s'exprimer, qui a du temps? Frédéric Barbier, il vous reste 50 secondes. Non, par rapport à l'économie sociale et solidaire, du coup, nous, enfin moi, mais après c'est débattu, c'est les personnes qui décident, mais on aimerait favoriser l'installation d'une école sur la permaculture et notre école sur les arts et métiers. D'ailleurs, il y a un salon qui va se faire à Pâques, donc c'est comme il y a 5 ou 6 ans, 5 ans je pense, ou 4 ans, enfin bref, c'était pas mal. Et la rénovation, la restauration du canal sur la base du château de Guédelon, qui coûterait rien du tout à la collectivité publique, et qui, Guédelon, c'est 300 000 visiteurs par an, 10 fois plus que le musée Champollion. Et ça permettrait de faire revivre tout un quartier de Figeac, avec la rue Aimé Zola, et en même temps du social, de l'économie solidaire. Merci. Est-ce que Patricia, il nous reste 15 secondes 15 secondes, Patricia. Je sais pas, mais c'est quoi? Donc l'économie sociale et solidaire, bien sûr, c'est dans notre programme, c'est ce que je vous disais au début. J'ai pas réussi à laisser la parole aux référents économie sociale et solidaire que nous avons ici.
Mais je voulais quand même ajouter quelque chose par rapport aux propos qui viennent d'être tenus. Dans ESS, il y a économie sociale, mais aussi solidaire. Donc ce n'est pas que la structure, le statut des entreprises qui est concerné, mais également la finalité. Et la finalité, ça doit bien être un développement qui réponde aux besoins de tous et aux besoins du territoire. Merci. C'est bon? Est-ce que M. Renaud fera clore? Jeudi, on fera un tour de questions et les candidats pourront à nouveau répondre. Ce sera le dernier tour. Mais voilà, je vous le dis parce que pour que vous sachiez que vous pourriez parler. 1 minute pour M. Renaud sur ce sujet, impact environnemental, avant de prendre vos questions. Vous n'êtes pas... Si, non, mais je vais l'utiliser, ma minute. Déjà, je voulais vous remettre la lettre que vous nous avez envoyée, datée et signée. Preuve de notre engagement à vos côtés. Je voulais juste peut-être mentionner quelques petites choses qui ont trait à cette lettre sur laquelle je me suis un peu penché en détail. Tout à l'heure, j'ai parlé des CIS, donc des contrats à impact social. C'est un mécanisme qu'on compte bien utiliser et qui fait pleinement partie de l'économie sociale et solidaire. C'est un des moyens qui peut nous permettre de mettre en œuvre des leviers de croissance et de déploiement de la politique publique à destination de la réduction du chômage, par exemple, comme je disais tout à l'heure, à destination de création d'emplois à travers un projet alimentaire. Et ensuite de ça, dans cette lettre, il y avait quelques points qui portaient aussi sur la transparence de l'information. Alors pourquoi je porte un intérêt particulier au CIS? C'est qu'il est structuré et monté à l'aide d'un contrat qui est signé entre des financeurs privés, des acteurs et l'acteur public, et une structure qui prend en charge le projet en lui-même avec des objectifs chiffrés et des obligations de résultat. Merci. Donc, merci à tous. On va vous proposer à la salle de réagir. Merci d'avoir été super attentifs et à l'écoute de tout ce qui s'est dit. Est-ce qu'il y a des réactions? Je propose qu'on prenne un tour de plusieurs questions et qu'on permette aux candidats de répondre. Donc, je vais répondre Donc, pour les compétences lanceurs d'alerte, nous, comme c'est les personnes qui proposent, que ce soit les associations ou les citoyens, du coup, je pense qu'on est bon. Non, mais ils peuvent toujours intervenir, quoi. Et c'est rendu public, c'est pas juste du bouche-à-oreille. Pour l'habitat, les panneaux solaires, en fait, moi j'ai été à Fribourg, là, en Allemagne, et en fait, là-bas, il y a des panneaux solaires, c'est classé à l'UNESCO, c'est le centre historique. On peut pas comparer l'incomparable. Bah voilà. Donc c'est classé. Non mais je continue. Mais j'ai rien contre les Allemands. Et du coup, c'est un peu bizarre effectivement ces règles-là, puisqu'on dit que ça gâche le paysage par rapport aux monuments historiques, alors que pourtant il y a toujours perpétuellement des voitures, c'est pas toujours les mêmes, mais qui sont garées sur les parkings, et ça gâche aussi visuellement. Bref, ça c'est à voir. Du coup, je suis d'accord avec vous, quoi. Et clause sociale, environnementale, oui, dans les marchés publics, ça c'est les citoyens qui le feront, et je pense qu'ils le feront. Et pour les déchets, alors la taxe incitative, pour moi c'est une taxe répressive. Et je pense que dans l'idée d'aménagement urbain, si vous mettez un compost collectif, les gens, les enfants en plus, qui sont plus sensibilisés, ils viendront rapporter leurs déchets et voir, on peut toujours, pour utiliser pour la permaculture dans les jardins qui sont plus utilisés, parce que les personnes sont trop âgées, on peut passer une convention entre la ville, quelqu'un qui fait de l'agriculture et les personnes qui y habitent. Et du coup, ça pourra permettre de réduire les déchets. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre? Monsieur Landrin. Non, je vais essayer de répondre rapidement à trois questions, puis il y en a une sur laquelle je voudrais m'étendre un tout petit peu plus. Compost, oui, ça existe déjà. Il y a déjà des composts, il y a déjà des composteurs. Peut-être effectivement améliorer la communication et l'information là-dessus, je suis d'accord, et peut-être effectivement engager un vrai plan de compost individuel pour favoriser ça. Mais je pense qu'il y a effectivement déjà des choses qui ont été faites et il faut travailler sur la communication peut-être. En ce qui concerne les clauses sociales, la réponse est oui, et l'environnemental, la réponse est oui, en tout cas nous concernant. Concernant les compétences, je dirais presque, moi je suis demandeur. C'est-à-dire que c'est exactement comme ça qu'on veut gérer demain.
C'est-à-dire des gens qui justement nous alertent, nous disent ça, vous ne faites pas ça bien, ou ça, il faudrait peut-être le faire. Je vous dis d'ailleurs, vous pouvez le voir dans le programme, nous sommes les seuls à engager un adjoint à la commune qui sera adjoint à la veille. On va lui demander de ne faire que ça, c'est-à-dire de voir ce qui se passe à l'extérieur et de rester ouvert. Mais je voudrais revenir sur votre élément, et si je mange mes 3 minutes là-dessus, c'est pas très grave. Moi, je suis absolument convaincu qu'avant 10 ans, le patrimoine sera toujours aussi important, mais on ne pourra plus faire l'économie de mettre l'environnement en priorité. Et je suis sûr que ce que vous dites aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de panneaux solaires sur des toits dans une zone patrimoniale, on ne pourra pas le faire demain. Mais par contre, on obligera les gens, les producteurs de panneaux solaires, à trouver des solutions adaptables, qu'on puisse installer sur les situations patrimoniales, parce que de toute façon, ça deviendra la priorité avant le patrimoine. Ça, c'est une évidence. Et j'ai entendu que hier soir, dans une réunion, on nous a dit qu'on découvrait l'écologie. Moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que je ne découvre pas l'écologie, parce que c'est ce qui va faire demain qu'on va laisser une terre un peu meilleure ou un peu moins bien à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc ça fait partie des sujets, et je pense que les zones patrimoniales feront partie des zones qui demain devront être des zones sur lesquelles on aura des systèmes de ce type-là. Moi, je pense que de toute façon, il y aura un tournant dans le monde de l'écologie et dans le monde du patrimoine, c'est la réfection de Notre-Dame. En fonction des choix qui seront faits ce jour-là, les gouvernements qui seront en place donneront un signal fort sur ce que doit être demain le respect du patrimoine et dans quel ordre on veut mettre les choses. Est-ce qu'on veut d'abord mettre le patrimoine et ensuite l'environnement? Je pense que les choses changeront dans les années à venir. Votre réaction, si vous le souhaitez? Non? Oui? Vous avez déjà réagi, mais allez-y. Par rapport au patrimoine et à l'environnement, je pense que les deux sont conciliables, et il n'y en a pas un qui est plus que l'autre. Ouais, je vais aussi mélanger, puis Madame Gontier. Oui, il y aura un tournant, mais il y aura un tournant dans tout. On est d'accord, les règles qui sont aujourd'hui en vigueur sur l'environnement ne sont pas les mêmes qu'hier, parce qu'on a pris des consciences qu'effectivement on ne pouvait pas continuer comme on faisait hier. Et effectivement, il y aura des modifications, mais aujourd'hui, elles ne nous appartiennent pas. Tout ce que nous, on peut faire, c'est pousser, demander, réclamer, mais ce n'est pas ni le maire, ni le président de l'intercommunalité qui peuvent modifier du jour au lendemain ces règles. Donc il faut en prendre conscience. On peut toujours souhaiter, on peut manifester, on peut prendre des vœux, on peut faire du lobbying, on peut interpeller les députés, on peut interpeller le président de la République, voilà, mais après, la loi, elle s'applique. Donc tant que, effectivement, il y aura des barrières législatives, on est obligé de les respecter. Après, ça n'empêche pas que moi, je suis d'accord sur le fond qu'il y ait l'évolution. Sur la prise de conscience écologique, je pense que je vais en parler. Sur les lanceurs d'alerte, dans notre programme, nous instituons un médiateur indépendant, parce qu'effectivement, on peut pas, l'élu ne peut pas être jugé parti quand il a un citoyen qui s'adresse à lui. C'est pas normal que ce soit lui qui fasse la réponse, alors que dans certains cas, c'est lui qui a pris la décision. Donc il faut qu'il y ait une personne indépendante. Sur effectivement les ordures ménagères, je vais donner la parole à Antoine pour qu'il en parle, parce que c'est un sujet qu'il connaît très bien. Pour éclairer la salle. Déjà, même pas sur le problème des ordures, on est fondateur de Fijacteur en tant que Regain. Il y a 27 ans qu'on a fondé l'association Regain. Et c'était pour faire marier l'économie, le social et l'environnemental. Mais ce qui est important à dire, on ne l'a pas trop dit ce soir, c'est que dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, l'ADN de Regain, ce sont les gens qui sont en parcours d'insertion. On a parlé de chômage, de zéro chômeur. On a souligné le problème justement du manque de formation des gens dans le secteur. Oui, c'est vrai. Et donc, ces gens qui sont en parcours, c'est là où l'économie sociale et solidaire prend toute sa forme et toute son importance. L'an dernier, nous avons eu plus d'une centaine de gens à Regain en parcours d'insertion. Et ceci depuis 2-3 ans. Donc c'est ces personnes-là qu'il faut accompagner, qu'il faut former, qui doivent sortir de l'association de manière positive.
Et ça, c'est important. Alors, tout le reste, c'est, j'allais dire, toute une composition de questions que on doit se poser, nous tous, pour accompagner cette économie sociale et solidaire. Concernant les déchets, rapidement, on a actuellement, allez, rapide, 25% des gens de Figeac sont équipés de containers, de composteurs individuels. On a 12 ou 13 composteurs collectifs, et bien sûr, ça doit augmenter. Parce que bien sûr, il faut passer du zéro déchet, 100% compostage. Et l'incitatif de demain, ce sera peut-être pour réduire tout cela. Oui, le temps de la liste de Monsieur Bélinger est épuisé. Les autres peuvent encore réagir. Et si, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour répondre aux 4 questions sur lesquelles on a été interpellé directement, donc pour les clauses sociales et environnementales, c'est effectivement quelque chose qu'il faut absolument mettre en place et qui en plus pourra éviter certaines dérives, en particulier en termes de coûts, puisque quand on ne prend en compte que le coût de revient sur un appel d'offres, ben forcément les entreprises vont faire au plus juste, et puis après on a des dépassements qui sont en général très importants. Et donc les clauses environnementales et sociales aujourd'hui sont complètement intégrées et peuvent même permettre, sous certaines conditions, de privilégier, alors ça reste un petit peu difficile, mais de privilégier le local. Donc bien évidemment qu'il faut en mettre. Sur les déchets, la première, je sais plus les déchets. Sur les déchets, la première chose c'est qu'effectivement il faut travailler à la réduction des déchets avant de se demander ce qu'on peut en faire derrière. Et puis le compostage, il existe aujourd'hui au niveau individuel, encore malheureusement très peu au niveau collectif, et c'est tellement facile à faire. Donc il faudra le faire. Sur les compétences, des personnes qui pourraient intervenir, je cherchais. Sur les compétences, alors il est évident que je comprends cette réaction-là, parce que la participation citoyenne aujourd'hui est vue un peu comme un gadget. On va demander l'avis des personnes qui, quand elles ont des compétences, vont en plus y travailler dessus, et puis finalement on n'en tient pas compte. Et donc ça paraît une évidence, à partir du moment où il y a des personnes qui sont plus à même d'apporter des conseils, d'avoir une position éclairée sur un sujet, il est évident qu'il faut travailler avec eux, et c'est ça la participation citoyenne en fait. C'est pas juste de l'affichage. Et enfin, sur le logement et l'habitat, eh bien, la première chose qui me vient, il faut que j'accélère, mais c'est qu'il y a des poules énergétiques qu'il faut développer. C'est pas un seul type d'énergie, c'est pas, voilà, il y a effectivement le photovoltaïque, mais il y a d'autres sources. Et je pense par contre, contrairement à ce qui a pu être dit, que les élus ont un pouvoir pour influencer aussi les prises de décision et pour faire évoluer les modèles dans lesquels on se trouve. Et donc changer de modèle, c'est aussi ça, c'est aussi faire en sorte que les normes, les règles puissent changer. Si on défend tous une autre vision, eh bien on pourra faire en sorte d'y aller ou d'y aller plus vite. Merci. Une autre réaction? Est-ce que quelqu'un... C'est bon. Moi, je reviens sur cette question et hélas, je ne suis pas du tout en accord. Pourtant, on a travaillé de longs mois ensemble avec Antoine. Il vous dit qu'il y a 25% des citoyens, des foyers. L'idée, c'est de ne pas invectiver les personnes. Non, mais il y a un désaccord profond là-dessus. La situation est catastrophique et on ne fait absolument rien. Antoine dit... on peut confronter cela. Il dit... On s'en va, parce qu'on n'est pas venu pour se faire injurier. On a dit règle des jeux. Vous devez respecter ça. Je ne vous injurie pas. C'est un bon modèle de démocratie que de proposer, de critiquer les autres. Alors la situation est catastrophique. Qu'est-ce que vous proposez, cher ami Bouguera? Qu'est-ce que vous proposez? On va vous proposer de prendre le micro et de vous excuser pour l'invective que vous avez fait à ce monsieur. Mais je m'excuse. Qui, lui, a fait son devoir de citoyen. Voilà. Non, c'est pas ce qu'on voulait. On a respecté jusqu'ici. Excusez-nous. Vous n'avez pas joué votre rôle d'arbitre. Je suis désolé. Je suis en train de le jouer, monsieur Bélinger. Et je vous demande. On vous l'a demandé tout à l'heure. Parce que c'est facile. Je vais retirer. Ils ont parfaitement joué le jeu. Je vais retirer. Donc, monsieur Renaud a joué le jeu. Tout le monde a joué le jeu. Non, mais l'arbitre, il est là pour couper la parole au moment où ça dérape. Mais vous avez une question. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait à l'encontre de madame
Patricia, quand elle a dit contrairement, parce que c'est vrai que c'était pas approprié. On a relu, on a lu, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est dans une assemblée, si on veut pouvoir discuter, il faut qu'on puisse se mettre d'accord au moins sur les règles du jeu. Quel est le match de foot, le match de rugby, où quand l'arbitre il sort un carton, on continue et on n'arrête pas le match. Merci. Ben, tu n'as pas répondu à ma question. C'est ce que j'allais faire. Mais voilà, j'attends la réponse. Alors, je m'excuse pour Marcel Bouguera. Voilà, mais on se connaît bien. Ce n'est pas un problème personnel. C'est un problème de technique. Mais c'est pas une attaque personnelle. On a travaillé des mois ensemble. Simplement, oui, mais c'est pas la règle. On n'est pas des professionnels de l'arbitrage, on est désolé. Oui, mais c'est... On n'organise pas alors, si on ne sait pas faire. Non, non, ça va, je passe bien. Calme le jeu. Alors, je vais répondre à André Bélinger, qui posait une question tout à l'heure. Donc c'était un peu sur les contours de l'économie sociale et solidaire, et savoir si... C'est important. Oui, c'est important. Donc, pour faire partie de l'économie sociale et solidaire, pour être très précisément, donc les trois règles du jeu, c'est d'avoir une gouvernance participative, une lucrativité limitée et une utilité sociale. De fait, sont dans l'économie sociale et solidaire, et de fait, les coopératives, les associations, les fondations et les mutuelles, qui répondent à ces trois critères. Après, tu posais la question de Leclerc, Super U, etc. Donc, moi, je ne connais pas leur mode de gouvernance, etc. Donc, je ne sais pas s'ils font partie de l'économie sociale et solidaire. La lucrativité limitée, je ne sais pas. Non, mais j'en sais rien. Non, mais Est-ce que vous pouvez vous permettre de parler de l'économie sociale et solidaire à un micro en disant oui, moi je suis arbitre de l'économie sociale et solidaire. Non, mais je rappelle les règles pour faire partie de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Allez-y, réglez. Parlez-en de ces règles-là, moi je peux vous en parler également. Mais non, c'est les règles qui sont définies par la loi de 2014, monsieur. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, je répète, une gouvernance participative, une lucrativité limitée, une utilité sociale. Donc, les associations, les coopératives, les mutuelles, ok. Mais c'est l'économie sociale, monsieur, pas solidaire. Si, l'économie sociale et solidaire. Non. Non. L'économie sociale et solidaire. C'est la définition de l'économie sociale. Et ce que vous dites, c'est la définition de l'économie sociale. C'est la loi de l'ESS de 2014. Oui, mais ce que vous dites, c'est l'économie sociale. Et on peut ajouter les fondations. Je finis parce que je finis. Les entreprises commerciales qui veulent intégrer l'économie sociale et solidaire doivent faire une demande d'ESUS. Et donc, ils doivent prouver qu'ils répondent à ces trois critères-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la question pour répondre à André. Merci. Ouais, j'ai pas ma réponse. Eh ben, est-ce que le crédit agricole, le crédit mutuel, qui sont des banques, des assurances, qui revendiquent d'être des mutuelles, mais comme chacun sait qu'ils n'ont qu'un but, c'est faire du profit, rentrent et sont dans ce compte-là? Parce que moi, ce qui compte, c'est le local, c'est bien ce qu'on essaie de défendre ici. Et donc, moi, ça me gêne, c'est tout ce que je veux dire. Et je préférais que ce soit transparent, puisqu'on parle de transparence. Non, mais ils n'y sont pas, de fait. Je pense que... Il y a une confusion entre l'économie sociale et l'économie sociale et solidaire. Oui, je vais essayer juste de répondre. Moi, en tant que professionnel assureur, j'ai effectivement en concurrent des mutuelles et qui sont effectivement dans le cadre de l'ESF. De toute façon, pour faire 10% du PIB, je crois que c'est ce que Pascal Renaud a dit tout à l'heure, pour faire 10% du PIB, il faut bien évidemment qu'il y ait un certain nombre d'entreprises d'une certaine taille à l'intérieur. Et donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mutuelles massifs en font partie. D'ailleurs, pour tout vous dire, je crois qu'à Niort, l'emploi social et solidaire, c'est 22% de la population active. Donc autant vous dire que ça n'est pas lié à des activités d'entreprises, même de 40 ou de 50 personnes, même s'il y a de très belles entreprises à Niort, entre autres une entreprise qui travaille sur les camions, qui travaille qui est en emploi social et solidaire. Donc effectivement, les mutuelles, les grosses mutuelles, massifs, en font partie. Est-ce que je pense que pour les premières salves de questions, c'était réglé. Il y a Monsieur Renaud, mais alors je vous demanderai si possible de répondre aux questions. Allez-y. Je vais rester dans ma façon de traiter les questions qui
qui était la mienne depuis le début. Donc on avait la question directe et facile des clauses sociales et environnementales. C'est une question qui est dans la lettre que vous nous avez demandé de signer, que j'ai signée, que je vous ai remis. Donc on est complètement d'accord. En ce qui concerne les compétences, je le répète une troisième fois, on a des projets, on a des visions, on a des axes de travail. La mise en œuvre d'une grande majorité de ce qu'il y a dans notre programme fait évidemment appel aux compétences de ceux qui voudront bien faire un pas en avant et participer à ces projets. Il n'y a absolument aucune fermeture par rapport à ça. Ensuite, par rapport au patrimoine, je suis très sensible à ce que vous dites, monsieur. Je vois effectivement que sur FIJAC, on est sur une problématique difficile, qui est celle de préserver le patrimoine d'un côté, puis de l'autre côté, on a effectivement les préoccupations environnementales. J'ai un exemple dans mon métier. Dans les années 60, on traversait l'Atlantique en 24 heures. À l'époque, on a inventé le moteur à réaction et on s'est mis à diviser le temps par 3, avec des moteurs extrêmement polluants, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on pense à réduire la vitesse pour pouvoir faire justement encore plus d'économie d'énergie. Donc la modernité, c'est toujours une question d'instant, et je pense qu'effectivement, comme ça a été déjà dit, que les règles vont évoluer. C'est incontournable. Ou alors on va transformer des centres-villes comme celui de FIJAC en musée. Ensuite, je voulais donner la parole à mon colistier Thierry, qui s'occupe du projet alimentaire et de la gestion des déchets pour la question sur les 9 tonnes de déchets en local. Il ne me reste plus rien. Tant pis. Désolée. Du coup, là, il me semble qu'on a fait le tour. Est-ce que c'est... Il me manque une réponse. Il manque une réponse de... Monsieur BLG. Mais est-ce qu'il reste du temps sur la liste? Le temps était épuisé. Expliquez-nous de oui ou non. Non, mais il n'a plus de temps. La règle, c'est qu'il n'a plus de temps. Donc il n'a pas voulu répondre à la question. Voilà. Il n'y a plus de temps. Ne réagissez pas, s'il vous plaît. Alors... Oui, nous, dans notre conception de la municipalité, du municipalisme, n'importe qui peut s'occuper de l'ESS. C'est pas un sujet propre à quelqu'un. Après, qu'il y ait quelqu'un qui, voilà, dans le conseil municipal, qui soit délégué à ça, ça ne pose pas de souci. Et ça touche tous les pans de la société, que ce soit au niveau urbain, du transport, de l'énergie, de la culture, l'agriculture, et forcément au niveau sociétal, le tourisme, le commerce, et aussi la formation professionnelle et les écoles. Parce qu'on pourrait aussi prévoir, voilà, au niveau municipal, au niveau scolaire, il y a des choses aussi à faire pour sensibiliser les enfants dans les écoles, et puis il y a des rénovations aussi peut-être à faire. Et voilà. Pour le digital, j'ai pas très bien compris la question en fait, si c'était qu'il fallait plus de digital ou si c'était pour dire qu'à FIJAC, sans digital, on arrive quand même à une ville attractive. Merci Frédéric, le temps était écoulé. Est-ce que les deux candidats qui ont du temps, est-ce que vous souhaitez apporter une dernière réponse avant qu'on clôture la soirée? Pour la question de Sylvie, au fond, je crois que je l'avais dit au début, on a prévu d'avoir un référent économie sociale et solidaire qui soit effectivement en veille permanente sur ces questions-là et sur ce qui se fait sur le territoire. Sur la question du digital, alors je crois que le développement du digital, c'est peut-être pas tout à fait le sujet ce soir. Par contre, et ça répond peut-être à une question qui a été posée à plusieurs reprises, là, de l'économie sociale et solidaire, et donc dans l'ESS, il y a aussi le côté solidaire, et donc tout ce qui est lié au numérique en termes de solidarité me fait plutôt penser au risque d'exclusion qu'il peut y avoir, à développer exclusivement ce type de moyens de communication, et donc il faut que tout le monde y ait accès avec des accompagnements. Donc on ne peut pas d'un côté dire qu'il faut y avoir accès, avoir des lieux où on l'a pas, et puis par ailleurs exclure les personnes qui effectivement seraient en difficulté là-dessus. Et il me semble qu'il y avait un troisième. Non, c'est tout. Merci. Dernière réponse. On va rester très peu de temps. Je vais répondre à la question sur le référent. Je pense que de toute façon, ce référent, je ne suis pas absolument convaincu qu'il soit à l'échelle de la ville.
mais bien à une échelle de territoire. Et je pense que si effectivement on doit retrouver quelqu'un en responsabilité de l'ESS, il sera plutôt au travers du grand FIJAC plus que sur FIJAC. Quant à la digitalisation, tout ce qui est digital, bien évidemment, c'est la modernité, mais pas que. Et je rejoins là Patricia Montier sur ce sujet-là. Effectivement, nous, on a la volonté, effectivement, sur un certain nombre de sujets, de faire avancer vers la digitalisation, vers les applications mobiles, mais bien évidemment en ayant toujours en parallèle l'humain, ce qu'on a évoqué déjà tout à l'heure, et de quelle façon on intègre et qu'on continue à conserver l'humain et la relation humaine directe dans la relation qu'on doit avoir avec les citoyens. Merci. Je crois que ça ira pour aujourd'hui. Non, on va rester sur la règle du jeu pour permettre à tout le monde de terminer. Sur la dernière slide. Donc là, ce qu'on vous propose, en fait, ce qu'on propose, comme l'a déjà fait M. Renaud, les listes qui souhaitent s'engager sur ce pacte peuvent le remettre soit aujourd'hui, soit dans la semaine signé. On le diffusera, c'est le MOVE qui le diffuse à l'échelle nationale, tous les candidats qui ont ratifié ce pacte. Pour aller plus loin, donc je ne vous le remets pas, vous l'avez déjà. Pour aller plus loin, là-dessus, il y a énormément de structures de l'économie sociale et solidaire et autour de la transition écologique qui ont lancé des pactes. On a choisi de parler ce soir de celui du MOVE, mais on attire votre attention sur différentes autres initiatives, notamment le pacte pour la transition, le kit du RTES pour les municipales, le kit des municipales du CORAS. Donc il y a plein de structures et d'alliances de l'ESS qui se sont mobilisées et qui donnent des idées d'initiatives à mener. On vous a apporté une de ces initiatives, c'est l'étude du labo de l'ESS, c'est un think tank dédié à l'ESS. Ils ont fait une étude sur les dynamiques pionnières de territoire. FIJAC faisait partie des territoires étudiés. Et donc on trouve que c'est une mine d'informations. C'est aussi un partenaire de FIJACTeurs. Donc ils nous ont donné un exemplaire du pré-rapport et ils ont vu 17 initiatives en France intéressantes sur tous les domaines de la transition écologique et solidaire. Ce guide, il est en ligne et il y a 17 monographies, donc 17 territoires exemplaires selon leur cas, selon les thèmes à regarder. Donc voilà, je vous en remettrai un chacun. Et je vais laisser le mot de conclusion à un autre de nos administrateurs avant de vous permettre de boire ou de rentrer chez vous en toute sérénité. Avant la conclusion finale, je vous remercie à tous d'avoir joué le jeu quand même. Les arbitres confirmeront que dans la globalité, ce débat, cette rencontre était intéressante. Et voilà, merci à tous d'être venus. Bonne chance à tous les candidats. Bon courage jusqu'à la fin. Et voilà. Et donc un mot de conclusion maintenant. Philippe Berger, je suis vice-président de FIJACTeurs. Bon, j'excuse en préalable notre président Dominique Olivier qui n'a pas pu être présent ce soir pour des raisons de changement de l'heure. Vous remercions de la qualité de vos propos et surtout de l'assurance de vos engagements. Regrettant toutefois de ne pas avoir pu trouver dans les professions de foi qui ont été distribuées ce matin à la Poste, le terme de ESS. Mais persuadé que celle ou celui qui sera ou respectera élu respectera les engagements pris ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée et vous demande de continuer d'être attentif aux puissances entre guillemets invitantes de ce soir, qui sont le MOVE, l'Arrosoir et FIJACTeurs. Bonjour.